Euh, donc, en fait, je voudrais remercier pour cette matinée merveilleuse, très enrichissante. Et je voudrais partager une réflexion que commence par quelque chose que j'ai entendu de Diane dans sa relation autour, quand tu parlais de l'exemple du Rhin, de ce fleuve international, qu'il faut plus de coopération, hein, qui est un peu aussi mon domaine de recherche. Et je suis absolument d'accord. Et il y a beaucoup de coopération déjà. Hein. La Commission internationale Rhin a été établie en 1817, hein, presque 200 ans. La question aujourd'hui est quel type de coopération la Chine et la Russie coopèrent très bien pour éviter une intervention en Syrie, par exemple. C'est la coopération. La question est comment est-ce qu'on peut dégager une bonne coopération? Et là aussi, comment est-ce qu'on définit bonne? Et là, entre la dimension normative de la durabilité. Deuxième chose, réflexion qui parle autour de cela, et autour de cette nécessité donc d'intégrer les différentes expertises, nécessités, besoins, envies. Et là, des institutions existent, hein, qui peuvent être bonnes ou mauvaises, et dans la gestion de l'eau, pendant 200 ans à peu près, on dit oui, on doit créer des commissions internationales pour gérer tous les fleuves internationaux du monde. Et le résultat est que les dernières années, on a observé une prolifération d'institutions absolument identiques sur le modèle de la Commission internationale pour le Rhin et pour le Danube, etc., partout dans le monde. Mais la réalité des 10 dernières années est que la plupart de ces commissions qui ont été créées en Asie, en Afrique, etc., échouent, ne marchent pas. Hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une appropriation de la part des personnes qui après utilisent effectivement, font vivre ces institutions. De l'autre côté, on a des institutions partout dans le monde, hein, qui sont là depuis souvent des décennies, des siècles, comme les municipalités, les communes. Partout en Europe, il y a des communes comme ici par exemple, qui fonctionnent très bien. Des gouvernements, hein, qui sont, c'est étonnant, les États sont des institutions extrêmement résilientes. Et il y a un terme en fait que ça m'a surpris, n'est pas sorti un peu des débats, c'est celui de institution frontière, organisation frontière, boundary organizations. Hein. C'est-à-dire cette organisation capable de faire travailler ensemble les experts, les politiciens, les différents porteurs d'intérêt. Et au niveau urbain, dans un souci de durabilité, on s'affole à créer de nouvelles institutions, de nouveaux processus, de nouveaux forums. Il y a une prolifération de tout cela. Tandis qu'on a des institutions qui ont prouvé d'être extrêmement durables, résilientes, les communes, les gouvernements, etc., où ce travail interdisciplinaire, intersectoriel, etc., a lieu. Parce que ce n'est pas vrai qu'on vit dans un monde où il n'y a que seulement une politique sectorielle. Vous pouvez développer une nouvelle loi sur l'eau au niveau national, une nouvelle politique pour les logements dans une ville. Ça doit être présenté au conseil municipal, et au conseil municipal ou au conseil des ministres, il a des représentants des différents secteurs. Et là, il y a un travail intersectoriel. Donc là, la question que je me pose, quel est le rôle, en fait, des institutions que nous avons déjà, et comment, dans un souci, bon, peut-être de recyclage institutionnel, en fait, on peut travailler mieux avec l'existant et pour précisément dans un souci d'obtenir, de vivre dans des sociétés plus durables. Voilà. It works? Okay. Yeah.
Thanks, John Marco. Really, Merci Jean-Marc, et c'est un commentaire tout à fait intéressant. Je ne suis pas moi-même experte en matière des institutions et de la création de nouvelles institutions, donc vous avez donné un bon survol de la question. Cependant, à mon avis, en tant que non-experte, je dis bien, mon avis, c'est que les institutions peuvent en effet fonctionner, et il existe des institutions qui sont très anciennes, qui marchent, qui font un bon travail, mais il me semble que ces institutions sont axées sur une cible unique ou un objectif unique. Vous avez dit qu'il existe des institutions transsectorielles ou intersectorielles, mais même si c'était le cas, il me semble que le monde devient de plus en plus complexe, et lorsqu'on part de concepts larges comme la durabilité, j'ai également dit que nous étions tous d'accord pour dire que c'est un champ très complexe. Donc, il y aurait donc plus de travail, plus de tâches pour les différentes institutions, plus d'enjeux à examiner. Et donc, il y a une hausse de besoins qui dépasse les institutions. Lorsque vous avez parlé de l'histoire des institutions, cela m'a rappelé ces nouveaux forums qui surgissent, interface de sciences, de politique en matière de sciences, nouveaux cadres de politique. Je viens de rentrer d'un voyage de New York. Et New York, vous voyez une coopération entre les différentes institutions scientifiques, justement s'accent sur la durabilité. Et à New York, ils ont réussi à se servir de cette base scientifique et à l'intégrer dans l'aménagement urbain. Donc, à New York, il existe le panel ou le groupe d'experts sur le changement climatique. Et vous avez des groupes de travail qui examinent une seule question, par exemple les zones riveraines, le changement climatique, l'atténuation des impacts du changement climatique. Mais c'est une espèce de co-institution scientifique. Et par rapport à ça, on ne voit rien de comparable à Berlin. Berlin est vraiment négligent. La ville réussit à survivre depuis 25 ans et ça marche manifestement. Mais en tant que scientifique, moi qui examine ces institutions et les processus d'aménagement urbain à Berlin, pour moi, c'est un échec sur toute la ligne. Donc, comme on est en train de voir surgir des questions de plus en plus complexes, les institutions réagissent. Aux États-Unis, les institutions réagissent, à New York en tout cas, et il y a de plus en plus d'institutions de co-développement entre décideurs et scientifiques. Est-ce que, sur la question du traité de Reims, nous en avons parlé hier, vous êtes spécialiste en la matière, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi c'est un tel succès? Ce serait bien d'éviter cette espèce de match de ping-pong. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Ce serait bien si les élèves de l'école d'été et les autres personnes qui sont venues parce qu'ils s'intéressent à ces sujets, tous devraient se sentir libres de poser des questions, d'intervenir dans le débat.
Désolé, mais permettez-moi de dire la chose suivante. Ce n'est pas seulement en Afrique ou en Asie, mais également en Europe. Beaucoup de ces traités échouent parce qu'il n'y a pas d'obligation d'agir. On a l'impression que cela ne touche pas au milieu urbain, c'est des questions de fleuve, mais nous avons l'impression que dès qu'il y a une loi européenne derrière, cela oblige les acteurs à agir, en fait. Mais seulement à condition d'être obligés d'agir. En fait, moi, j'aurais donné la même réponse, mais pour donner suite à ce que vous venez de dire, un élément intéressant, c'est que toutes ces ententes ou ces initiatives échouent dans le monde en développement, mais pas seulement là-bas. Et comme l'a dit l'une des participantes, Kimberly, c'est pour des raisons d'appareils socio-techniques ou de raisons socio-techniques. En fait, il est très difficile de gérer les fleuves et les canaux. Comment créer des systèmes automatisés pour gérer les barrages, les fleuves, les canaux. La première question, c'est comment trouver une entente autour du flux des eaux. Ça, c'est l'aspect politique. Mais ensuite, il y a la question technique. Les systèmes automatisés peuvent fonctionner dans des sociétés occidentales très développées, mais ce qu'on voit souvent dans le monde en développement, mais pas seulement là-bas, en tout cas, ils n'ont pas la capacité de gérer ces systèmes. Et souvent, ces systèmes sont mis en œuvre par des grandes entreprises du monde développé. Ces systèmes échouent après 2 ou 3 années, 3 ans d'opération, ce qui paraissait fonctionner très bien au départ. Pour des raisons techniques, en fait, il s'avère que la technologie ne suffit pas. Donc, ma question serait de dire que ces systèmes et ces appareils techniques, et on parle toujours de villes intelligentes, fleuves intelligents, planètes intelligentes, et ainsi de suite, est-ce que c'est vraiment la marche à suivre? Ce serait peut-être mieux d'avoir des solutions plus simples, des solutions qui sont plus résilientes, qui sont faites pour la durée, ou est-ce donc un problème technologique, ou est-ce que c'est même cette façon de privilégier les solutions techniques qui est à l'origine du problème? Alors, je vais parler en français pour faire plaisir au professeur Mancebo. Je voulais réagir par rapport à quelque chose que le professeur Salim Garros a dit. Il a cité la Suisse et la Suède comme des bons exemples, qui ont des bonnes lois qui luttent contre l'étalement urbain. Alors, en tant que Suisse, je viens de Genève, je voulais juste remettre l'église au milieu du village. En Suisse, on a aussi quand même les cartes, quand on compare les années 50, 60, 70, où ça grandit partout. Donc on a aussi des problèmes d'étalement urbain, et c'est seulement très récemment, en fait, en 2013, qu'on a changé la loi nationale sur l'aménagement du territoire qui donne la priorité à la densification plutôt qu'à l'étalement. Et on a même eu une initiative populaire, parce qu'en Suisse on vote tout le temps, qui a accepté qu'en fait dans les stations touristiques de montagne, il n'y ait pas plus que 20% de résidences secondaires, parce qu'il y avait justement un étalement énorme de toutes ces résidences secondaires, ces chalets qui poussaient partout. Mais c'est vraiment très récent qu'il y a des mesures légales qui ont été prises. Donc je serais intéressé à savoir peut-être quelle loi exactement le professeur pensait, parce que personnellement je ne les vois pas en fait. Yeah, I would like also to comment on. Moi, je voudrais également commenter la question de ce qui se passe en Suisse et en Suède. Moi, je travaille en Norvège, qui en fait est
est assez similaire à ce qui se passe en Suède et j'étais très sceptique par rapport à la mise en œuvre de leur stratégie urbaine. Et puis, je me suis rendu compte que cela se densifie réellement et je me demandais pourquoi. Ils ont tant d'espace, pourquoi? Et j'ai commencé à examiner d'autres solutions et c'est parce qu'il y a une transition démographique dans ce pays. Il y a de plus en plus de personnes âgées, des familles monoparentales, des familles moins nombreuses et cela amène le marché du logement sur une autre voie. Et maintenant, on parle carrément de l'élimination de l'étalement urbain du fait de cette transition démographique. Et c'est une autre façon d'aborder la question en regardant les questions démographiques. Hello, I'm from the Netherlands and je viens des Pays-Bas et depuis longtemps, nous mettons l'accent sur la densification. C'est un principe dans notre système d'aménagement urbain. Construire densément et dans les villes, en fait, c'est plus cher pour créer plus de densité, non seulement dans la ville ou à l'échelle métropolitaine, mais à l'échelle de tout le pays, il faut interdire la construction en dehors des villes et seulement dans des zones désignées. Et cela oblige le secteur privé à se développer et à construire dans les villes, car si vous n'obligez pas le secteur privé à agir de la sorte, d'abord le secteur privé va chercher les zones les moins chères. Et donc le grand succès aux Pays-Bas, c'est que le principe est de construire toutes les fonctions, les installations à l'intérieur de la ville. Nous ne voulons pas d'hypermarché à l'extérieur de la ville. Nous voulons des logements et des développements urbains, des développements uniquement dans des zones urbaines. C'est peut-être un peu plus cher pour le secteur privé, mais ça marche. Et il faut non seulement que les gens en tant que tels appuient une telle démarche, il faut que le secteur privé soit forcé, soit obligé de respecter un certain nombre de critères. Oui, je vais m'exprimer en français parce que ça sera plus simple et que la traduction est là pour pallier mes défauts en anglais. La formule qui a été utilisée, on n'a pas à choisir entre le fromage et le dessert, elle me semble très intéressante, elle me semble aussi susceptible à un moment donné de devenir trompeuse, parce qu'on a besoin d'imaginer un avenir dans lequel on n'est pas besoin de choisir entre certaines alternatives, mais en réalité on a toujours des choix à faire entre des sociétés possibles futures, des modalités de production et de consommation différentes, et bien sûr à un moment donné on ne peut pas juste rêver un avenir utopique mais totalement irréalisable. Donc la question du choix reste extrêmement importante, fondamentale je dirais, et il y a peut-être un risque, non pas dans le cadre du discours qui a été fait, mais d'une manière plus générale, de rendre le discours lui-même sur la soutenabilité insoutenable, si vous voulez, indéfendable, si il donne l'impression de sombrer dans l'utopie. En réalité, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est de réaliser quelque chose de possible et pas seulement d'avoir un discours qui perd tout lien avec les contraintes qui existent de fait. C'était une toute petite remarque et c'était pas contre le discours, mais simplement d'une manière beaucoup plus générale, le fait que oui, l'économie et les ressources ne sont pas infinies et on doit faire des choix, bien sûr. Juste, du coup, je transgresse en 2 minutes. Le sens de l'expression fromage ou dessert ne s'appliquait pas, dans mon esprit, ne signifiait pas qu'il ne fallait pas faire de choix. Il signifiait simplement qu'il y a des espèces de dogmes, des choses qui sont inscrites comme étant des vérités vraies et qui ne sont indépassables. Et parfois, il faut questionner de manière contre-intuitive la réalité
Et une fois qu'on s'engage dans une trajectoire, il est également possible d'avoir un ensemble de choses qui pouvaient paraître impossibles auparavant. Par exemple, est-ce que de la densité faible est incompatible avec de la durabilité? À mon avis, non. Mais à condition de l'aménager autrement. On peut avoir fromage et dessert, densité faible et durabilité. On peut avoir justice sociale et durabilité. On n'est pas condamné à avoir des écoquartiers à 12 000 € le mètre carré. Et donc, pour moi, c'est pour ça, après j'ai fait la rectification, c'est du yes we can avec de la nourriture. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choix. C'est parce que l'on fait des choix que ces choix deviennent possibles. Et bien sûr qu'il y a des contraintes. Hein, voilà. C'est peut-être plus précis comme ça. Et je me... Oui, je voudrais dire quelque chose. L'Europe, la plus grande part la majorité du monde a pendant des décennies fait ce choix, choix calviniste extrêmement iconoclaste, où on a dit qu'il faut choisir entre la modernité, le progrès, le développement économique, mais pour ça, il faut accepter des villes inhumaines, des bâtiments monstrueux, la consommation d'énergie folle, insoutenable. C'est un faux choix. Et le parallèle avec le fromage, c'est évident ici. Aujourd'hui, on peut construire une ville vivable à l'échelle humaine. On peut réduire la consommation d'énergie jusqu'à... c'est absolument nécessaire. On peut bâtir des bâtiments à l'échelle humaine qui ont des qualités fractaux, comme je dis. Alors, le choix de la post-Deuxième Guerre mondiale, c'est un faux choix. I would also like to say, also like to say something exactly on that point. Justement sur ce point, je voulais dire quelque chose. J'ai fait beaucoup de recherches en Inde et j'ai donc une perspective en ce qui concerne les pays en développement de la part de quelqu'un qui connaît aussi les pays développés. Je suis d'une certaine façon plus sensible à leurs besoins et à ce qui se fait dans ces pays et dans le monde en tant que tel. Nous sommes d'une certaine façon piégés ou coincés dans cette unique voie acceptable de développement, voie de développement que nous avons montrée en tant que seule voie possible à la création de richesses. Et il n'existe pas d'autre voie qui a été montrée ou qui a été élaborée au fil de l'histoire. Dans les pays occidentaux, quand on commence à dire que non, il faut agir différemment, il faut consommer moins d'énergie, il faut utiliser d'autres formes d'énergie, il n'y a pas de tentative cohérente qui montre que tout cela est faisable en prenant une autre voie. C'est le seul choix fiable, entre guillemets, c'est le seul choix fiable, entre guillemets, qui existe pour les pays en développement, et c'est donc la voie que les pays en développement choisissent. Ce que vous disiez tout à l'heure, Matthijs, à la fin de votre présentation, il nous faut peut-être plus de choix et pas moins de choix. Et c'est exactement ce que je voulais dire quand j'ai cité cette belle expression sur le fromage et le dessert. Voilà. Tout à fait. Oui, plus de choix et pas juste moins. Donc là, parce que là, on repart, et c'est normal, c'est un tropisme naturel dans ce genre de débat d'être dans cet aller-retour. Alors, du coup, c'est moi qui vais poser des questions, parce qu'il y a des gens ici, on a parlé avec justesse d'institutions et de structures frontières. D'une certaine manière, l'IRCS, à un niveau encore embryonnaire, essaye de mettre ensemble des acteurs politiques,
des acteurs techniques, des citoyens et des chercheurs, et de former également des étudiants. Et je sais qu'il y a dans cette salle au moins 2 personnes qui travaillent depuis un certain temps sur le développement durable. Je pense à Eric, qui est là, qui me regarde vaguement. Je pense à Anne Gallois, qui s'occupe actuellement du projet Grand Campus, que l'on désire durable. Et moi, j'aurais envie de les entendre, d'entendre leurs commentaires sur ce qui a été dit, et donc de démarrer un débat aussi dans la salle autour de ça, parce qu'il y a là une vraie expérience, quoi, de plusieurs années. Voilà, et il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas qui sont dans la même situation, hein, je ne sais pas. Oui, puisque François me le propose gentiment, je vais dire quelques mots. D'abord, moi, je voudrais réagir sur ce que j'ai entendu tout à l'heure, sur la question de la nécessaire coopération entre les élus, les décideurs, d'une part, et les experts, d'autre part. Et la difficulté en matière de temporalité. Autant sur les politiques de durabilité, on a besoin d'inscrire des actions dans le temps. Or, les politiques, les élus en particulier, ont des temps très courts et ont des vraies difficultés à se positionner sur des temps longs, puisque le temps d'un mandat, quel qu'il soit d'ailleurs, est un temps très court. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à engager les élus, les décideurs, ceux qui à un moment donné font des choix, par rapport à ce temps long qui est nécessaire pour appréhender l'ensemble des données que vous évoquiez? Ça, c'est une réflexion, une première réflexion. Ensuite, sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure et ce que vous avez évoqué les uns et les autres, moi, ce qui me semble aussi important sur les questions de durabilité, de la lutte entre l'étalement urbain, la densification, on a, et peut-être que Anne Gallois pourra en parler mieux que moi, on a travaillé sur le territoire de la ville de Reims sur un projet urbain qu'on a appelé Reims 2020, c'est-à-dire essayer d'imaginer l'agglomération rémoise à horizon 2020 pour d'ores et déjà poser des actes pour inscrire la ville dans un contexte de durabilité. Une réflexion globale sur la construction, une réflexion globale sur le transport, une réflexion globale sur la biodiversité et l'utilisation des ressources dont nous disposons sur le territoire, tout en essayant d'y associer les habitants. Et donc c'est un travail qui a été assez long, qui n'est pas simple d'appréhension, puisque c'est aussi comment les habitants deviennent aussi acteurs de la transformation de leur territoire. Et je voulais aussi peut-être voir comment, dans tout le travail que vous avez évoqué, la place du citoyen, la place de l'habitant sur ces grands enjeux qui sont quand même des enjeux qui dépassent aussi les experts et les élus, mais qui replacent aussi le citoyen au cœur de ces grandes problématiques qui nous dépassent finalement les uns et les autres. Bonjour, je vais continuer un petit peu dans la lancée de ce que disait Eric, parce qu'on a quand même quelques années aussi de travail partagé sur ces questions-là. Donc moi, il y avait 2 points qui font écho dans vos interventions. C'est effectivement cette notion de temporalité et c'est aussi la notion, vous avez parlé d'instinct et de ressenti qui m'est assez cher aussi. Effectivement, sur la temporalité, on a toujours du mal à croiser le long terme et l'immédiateté qui est la gestion du quotidien. Donc on le voit vraiment dans l'aménagement de la ville et puis par exemple le projet du grand campus qu'on a à l'université, il en est aussi une illustration parce que ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'il y a des intentions et aujourd'hui tout le monde est en attente d'un acte concret, de choses qui donnent à voir, alors même que il y a encore, je dirais, des fondamentaux du projet qui ne sont pas encore intégrés et en adéquation entre tous. Et enfin, moi, je vois aujourd'hui que dans ce projet, il y a des fondamentaux. Et les fondamentaux d'un projet, c'est vraiment essentiel pour après aller plus loin. Le fondamental, c'est qu'est-ce qu'on veut de ce projet, qu'est-ce que c'est qu'un campus durable. Mais on est bien tous d'accord qu'il faut faire un campus durable. Mais qu'est-ce que c'est qu'un campus durable? Et là,
pour moi aujourd'hui, par exemple, le travail qu'on a eu en interne à l'université, c'était de définir justement qu'est-ce que c'est que la gestion d'un campus durable. Ça veut dire mutualiser des salles, ça veut dire créer des espaces sur lesquels on aura ou pas de la mixité d'usage. Ça veut dire sécuriser, mais sécuriser comment? Est-ce qu'on ferme? Est-ce qu'on ouvre? Etc. Donc ça, ce sont des fondamentaux sur lesquels déjà les porteurs du projet doivent se mettre en accord pour après aller en discuter et en échanger avec tous les partenaires qu'ils auront, puisque vu la taille du projet, il ne peut pas se construire seul. Donc là, c'est l'étape actuelle, ou dans le contexte aussi de la réforme territoriale, etc. Donc je donne cette notion du temps et des choses impromptues qui arrivent sur la scène, qui n'étaient pas prévues et qui viendront aussi réinterroger la vie du projet. Donc c'est à nous, comment faire en sorte de faire vivre et de poser des petites pierres au projet pour qu'il continue à vivre sur une échelle temps qui n'est peut-être pas celle qu'on avait imaginée au départ. Dans la tête d'un élu, évidemment, un projet, on va le faire sur 5 ans, 6 ans, 7 ans. Peut-être que nous, techniciens, notre rôle, ça va être de respecter cette orientation, mais en ayant en tête qu'il y a dans ce projet du long terme. Et une autre volet sur lequel moi je me pose des questions sur cette notion de temporalité, c'est tout ce qu'on ne peut pas prévoir. Et c'est comment, dans un projet de très long terme comme celui-là, on intègre ce qu'on ne peut pas prévoir. C'est une question que je pose. Puisqu'on est une université, on doit être précurseur, on doit faire de l'enseignement nouveau, des nouvelles méthodes, mais il y a des tas de choses qu'on ne peut pas prévoir. On parlait par exemple de l'habitat. Comment on organise l'habitat autour du campus, comment on prend en compte ces nouveaux phénomènes, qui sont plus très nouveaux maintenant, mais de colocation, qui n'avaient pas été prévus. Et on voit bien aujourd'hui, quand on travaille avec les experts de l'habitat, la colocation, c'est encore pas un truc qu'on maîtrise. Donc comment tout ça on travaille? Enfin voilà, sur cette notion du temps. Et sur le deuxième point, quelque chose que j'aimais bien, c'est cette notion d'instinct, de ressenti. C'est aussi, moi je pense que ça aussi, ça fait écho aux valeurs. Quand on concerte avec les gens, on l'a fait quand même beaucoup dans le cadre de la rénovation urbaine avec Eric, on a réuni des gens, on a réuni des populations, on est souvent sur des scènes, on a un petit peu l'impression que les gens qui viennent sont toujours les mêmes, ils ne sont pas intéressés forcément parce que, comme vous disiez tout à l'heure, ils ont des tas d'autres préoccupations et que la question de leur environnement urbain, c'est pas essentiel, quoi. Ils cherchent du travail, voilà. Et comment, est-ce que des fois on ne se trompe pas justement parce qu'on ne sait pas les intéresser fondamentalement dans une forme de ressenti, quoi. Et du coup, alors après moi ça me renvoie aussi, je dirais même en tant que maman par exemple, je me dis comment dans l'éducation de nos enfants on les sensibilise à ces choses-là, aussi bien à l'école, comment on les sensibilise à l'architecture, comment on les sensibilise à l'urbanisme, à l'art, etc., dans le ressenti. Parce qu'à l'école, il n'y a pas de formation à l'urbanisme. Avant, on parle du développement durable, mais dans des choses très théoriques. Et ça, cette notion de ressenti, pour la ramener à la politique, souvent, c'est un peu... ça n'intervient pas forcément dans les choix qui sont faits. Quand un architecte présente un projet, il va être le plus beau du monde, il va rentrer dans les clous techniques, financiers, dans les clous, il va s'insérer dans l'image urbaine, mais comment on essaye d'objectiver, si c'est objectivable, ou de traduire cette notion de qualité finale et de ressenti. Et donc, pour voir un petit peu, moi, je proposais, donc, pour terminer, sur le travail du campus, à un moment donné, est-ce qu'on n'a pas une action à mener avec les étudiants en place sur cette notion de ressenti? Parce qu'il y a un certain nombre de bâtiments qui sont livrés dans le campus. Il y a des bâtiments qui ont 10 ans, 15 ans. Il y en a qui ont 5 ans. Et pourquoi on se sent mieux? Et pourquoi certains bâtiments qui ont 10 ans, 15 ans vivent mieux que d'autres qui ont 5 ans? Est-ce qu'on n'a pas là un laboratoire possible d'études avec nos étudiants qu'on pourrait dérouler dès demain sur ces aspects-là? Voilà.
Je vais prendre la parole parce que ça va dans la suite complète. Moi, je suis architecte, enseignante en école d'architecture et je travaille sur des questions de paysage et d'urbanisme. Et il y a effectivement, je pense qu'on a une tendance, enfin ça va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez, à en fait envisager le devenir d'un territoire comme un produit fini, à penser la situation à un moment donné et à penser cette situation future telle qu'elle sera et telle qu'elle va apporter. J'ai aussi travaillé comme architecte dans des projets de rénovation urbaine et en discutant avec les habitants, ils m'ont dit bah oui mais c'est super bien ce que vous nous racontez mais c'est pas pour nous, c'est dans trop longtemps. Et je crois que ce qu'il faut qu'on arrive à fabriquer, et les systèmes de contractualisation de marché public ne nous y aident pas, c'est comment on accompagne le chemin en fait. C'est pas tellement d'où l'on part et où l'on va qui est important, c'est comment on y va et comment le projet, effectivement, il va engager une transformation à long terme, ou ce qu'on va imaginer pour un territoire, mais comment chaque action, chaque moment en fait de construction, d'avancement est un moment en fait qui construit cet avenir-là. Et ça, c'est vrai que c'est une culture, moi j'ai pas la réponse non plus, c'est un horizon, mais je pense que c'est une culture, et notamment la culture de l'aménagement et de l'urbanisme en France. Faudrait qu'on lui mette du sable dans les rouages pour enrayer un peu la machine et faire que on imagine en fait des choses. Et effectivement, il y a le milieu artistique qui s'est un peu lancé là-dedans avec la question de l'éphémère. Mais le problème de la question de l'éphémère, c'est qu'elle ne pose pas la question du devenir, parce qu'elle est potentiellement réversible. Et elle rassure parce qu'elle est réversible. Alors qu'en fait, il y a énormément de choses qui passent là-dedans. Donc comment on rend les choses pas réversibles, mais en même temps qui avancent progressivement? Ça, c'est une vraie question. Oui, j'aimerais dire quelque chose pour peut-être vous provoquer un peu. J'aimerais proposer une expérience. Je suis architecte depuis plusieurs années et j'ai eu l'occasion de travailler avec différents projets en Europe. Je viens de l'Amérique du Sud. Nous sommes habitués à une toute autre vision des choses. Et donc, à mes yeux, la situation actuelle est très difficile à résoudre, particulièrement les zones qui sont basées sur beaucoup de circulation en voiture et ainsi de suite. Peut-être qu'on peut libéraliser, on a décidé de les libéraliser, mais en fait, il faudrait peut-être les libéraliser d'un point de vue social. Donc, peut-être, étant donné qu'il y a beaucoup de diversité venant des immigrants, pourquoi ne pas choisir l'un de ces sites et libéraliser le site pour permettre une ville informelle. Puisque souvent, les villes informelles créent plus de solutions que de problèmes. Ce serait une expérience intéressante, je pense. Yeah. Somebody? Well, then, oh yeah. Ah, il y en a encore. Someone cannot mention it. Sorry, I couldn't resist. Excusez-moi, je ne pouvais pas m'empêcher. Comment vous appeliez-vous, pardon? Anne? Oui, donc ce qu'Anne a dit par rapport à la construction la création d'une culture est très important. Ce que j'entends un peu partout, c'est qu'il faut créer une culture de l'engagement. Les personnes se sentent impuissantes et souvent quand je commence un cours, les étudiants n'ont pas envie d'y être. Il fait très chaud au Texas, ils ne sont pas du tout contents d'être en cours. On est censé parler de la philosophie, de la vie, et ils sont misérables, ils n'ont absolument pas envie d'y être. Et si je leur demande s'ils pensent qu'ils sont de bons étudiants, ils me répondent bof, on n'a pas envie d'être là. Et je leur demande de regarder la pièce dans laquelle ils sont et ils se rendent compte qu'ils n'aiment pas la pièce dans laquelle ils sont, ils n'ont pas envie d'être dans cette pièce. Mais le fait de leur poser cette question pour leur donner un instant pour se rendre compte
des raisons sous-jacentes à leur malheur, à leur énervement est très important. Et il faut rendre visible ce qui est invisible. Vous en aviez parlé, nous avons de très bonnes cultures, des personnes qui sont liées à leur environnement, mais ce n'est pas lié aux questions de développement. Donc comment rendre ces communautés invisibles, visibles? Parce que si on ne veut pas parler de financement, d'argent, comment pouvons-nous parler de cette culture? Donc je pense que c'est une discussion qui doit réénergiser notre culture qui est figée. Donc comment le faire? C'est un processus créateur, je pense. Il faut beaucoup de créativité et il faut qu'on y travaille ensemble. Okay. C'est tout à fait le type de discussion que nous, misérables individus, pouvons aspirer à écouter. Non, mais c'est exactement le type de discussion. Il ne s'agit pas de fromage ou de dessert, mais de champagne et buffet. Et nous reprendrons vers 2 heures, donc bon appétit. Et nous pouvons continuer les conversations là-bas tranquillement.